Et aujourd'hui, voilà, on se retrouve avec un football qui a perdu les pédales par rapport à sa vocation première. Là, moi, la question que je me pose, c'est les parents, est-ce qu'ils aiment vraiment ces enfants? Mais non, mais c'est pas des papas qui font ça. Ah, c'est pas des papas, c'est même des mamans. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau de On parle football. Je parle les yeux fermés parce que aujourd'hui, j'ai une... Oh là 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 là. Attendez, je reprends mon souffle. Je suis accompagné d'invités. C'est là. Aujourd'hui, on est là. Ok? Donc aujourd'hui, on va parler de mercato amateur. Et je vais parler de ce sujet avec monsieur... Toto Bellozzo. C'est tout? C'est tout, ouais. Alors, Nom, ouais. prénom, Non, parce que, non, adresse, date de naissance. Tu m'as mis la pression. Non, je rigole. La présentation. Ah, et plus, je suis plus là que là, tu vois. Non, t'es là. Mais en tout cas, voilà, Toto Bellozzo, réalisateur de documentaires. Je suis aussi intervenant dans des émissions de radio, toujours. Tout ce que je fais est lié au foot, que ce soit en audiovisuel, radiophonique, aussi à l'écrit. Magnifique. Abdel, du coup, journaliste. Je me balade aussi beaucoup sur les terrains, ancien éducateur. Et j'ai sorti mon média là il y a peu de temps qui s'appelle Tiempo, avec une interview avec Ryan Aït-Nouri. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais sur la plupart de mon temps. Magnifique. Sadio Konaté, donc intervenant psychosocial de formation et spécialisé sur les questions de précarisation et de prévention des conduites à risque. Voilà. Donc les amis, quand je vous dis que le niveau, il est là. Aujourd'hui, c'est la Super League. Elle n'a pas été créée, mais nous, ici, c'est la Super League. Et aujourd'hui, on va parler de mercato amateur. Est-il normal, en école de foot, d'avoir déjà fait 8 clubs, 5 clubs? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et en tant qu'ancien éducateur, par exemple, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet, le mercato? La période, enfin, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un mercato? Ou est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est toute l'année? C'est toute l'année, je pense, parce que souvent on est face à des situations où les jeunes, ou alors ceux qui les encadrent, dont les parents peuvent ne pas être d'accord avec peut-être ce qui se passe au club, ou alors ils ne laissent pas le temps à l'éducateur avec qui ils sont. Donc tout de suite, on va vouloir changer. On pense que le problème, pour qu'il soit résolu, on n'est pas capable de le faire à l'intérieur du club où on est, donc il faut changer. Maintenant, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les clubs, il y en a qui sont au-dessus des autres, que ce soit en termes de standing, peut-être en termes de résultats. Et il y a la faute des éducateurs qui ont potentiellement pour moi un rôle plus large que ce qu'ils devraient avoir, pardon. Ça veut dire que c'est des éducateurs, puis en même temps des entraîneurs, puis en même temps des recruteurs, puis des prépas physiques. Donc ça, c'est dans un premier temps, il y a un rôle qui n'est pas bien défini. Ensuite, il y a les parents. Les parents dans le foot, c'est un peu un fléau parce qu'ils veulent vraiment avoir des résultats. Ils veulent peut-être accompagner leur fils ou leurs enfants au bout de leur rêve, mais pas de la meilleure des manières. Donc, ils pensent qu'en changeant de club, ça va être la solution. Et je trouve qu'aujourd'hui, faire des 50, 60 des fois kilomètres, payer des péages ou autres pour aller faire progresser ton enfant, c'est pas la bonne solution. Et je poursuis juste avec le fait que moi, je me balade beaucoup sur les terrains. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que j'ai l'impression, je sais même pas quand les parents travaillent, c'est quoi leur revenu dans la vie, parce que ils sont là lundi à 17h, mercredi à 13h30, samedi il y a un déplacement avec le dimanche, donc tu sais pas ce qu'ils font. Et dernier mot concernant vraiment le mercato pur et dur, c'est vrai que c'est 50-50. Les gens sont très durs avec ceux qui se baladent de club en club avec leurs joueurs, mais il faut savoir que ces éducateurs qui se baladent de club en club avec leurs joueurs, les clubs qui les reçoivent, les nouveaux clubs, ils ont aussi certaines méthodes qui font que, moi je sais que j'ai déjà entendu, tu veux combien et tu peux me ramener combien de joueurs? Genre c'est quoi ta vacation? Ouais. Tu me donnes, c'est quoi que tu veux, mais par contre tu me ramènes tes 3-4 top joueurs. Donc après voilà, chacun il veut vivre à travers le foot, peu importe l'échelle, et ça c'est un peu le fléau, parce que tu fais pas progresser forcément ton enfant, parce que c'est pas parce que tu arrives dans une top équipe que toi tu es un top joueur de l'équipe. On te consomme,
et tu progresses pas. Tu dis j'ai gagné, mais t'as pas appris. Donc c'est un peu un entre-deux pour moi. Par rapport à tout ce qu'il vient de dire, j'ai l'impression de regarder ton reportage. Ouais, bah, c'est ce qu'il dit, c'est le reflet de la réalité. Et justement, le documentaire, il met en perspective justement cette réalité. Et aujourd'hui, avant de répondre à la question de savoir si c'est normal ou pas, parce que de toute façon, si on est très direct, oui, c'est pas normal de changer 8 fois de club quand on est en école de foot. Maintenant, il faut savoir pourquoi certains changent de club. Il y a plein de raisons. Il peut y avoir, on est insatisfait de son sort dans le club dans lequel on est. On peut être frustré par le fait de peut-être un mouvement involontaire, peut-être des parents ou quoi que ce soit. Maintenant, là où il faut bien mettre le point, c'est que c'est les effets pervers de la consommation. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un football de consommation, et c'est justement, voilà, le truc, c'est que je consomme ici. On est un peu comme dans la restauration. Ouais, exactement. Je consomme mes séances, je viens, ça me satisfait pas, et je vais ailleurs. J'ai pas ce que je veux, je vais ailleurs. J'ai toujours pas ce que je veux, je vais ailleurs. Et comme on est dans cette posture de consommation, mais attention, c'est une consommation dans les deux sens, parce qu'on est dans une consommation de football de la part des joueurs et des parents, mais aussi on est dans la consommation de joueurs du côté des éducateurs. C'est-à-dire que les éducateurs, ils ont une espèce de posture. Alors, encore une fois, moi je suis pas quelqu'un qui aime essentialiser les choses, ni les gens, et ni les pratiques, parce que voilà, il y a des bons éducateurs, et malheureusement, et c'est ça que moi j'ai envie de pointer du doigt, notamment dans le documentaire, et ici aussi parce que c'est l'occasion, c'est justement de pointer le doigt vers ceux qui vont dévoyer, pervertir le côté éducateur, le côté éducation, et qui vont être dans de la consommation, d'avoir des joueurs à leur merci, et de pouvoir les consommer en fonction de leur forme ou pas, et d'avoir alors on parle d'école de foot, on n'est pas encore en jeune. Quand on parle d'école de foot, c'est jusqu'en U12. Donc jusqu'en U12, on ne devrait pas être dans cette posture. On devrait pas être. Et après, par effet ricochet, si tu as envie d'aborder plus tard cette question, c'est pourquoi on joue au foot. Ouais. Et c'est là que, justement, en répondant aussi à cette question, on peut comprendre cette posture de consommation. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes diverses et variées, que ce soit les joueurs, les parents, les éducateurs, même les institutions, qui se plaignent un petit peu de ça. Qui se plaignent du fait qu'un enfant ait déjà je ne sais combien de cartons de mutation, fasse des kilomètres pour aller s'entraîner et jouer alors qu'il a un club en bas de chez lui, etc. Maintenant, aujourd'hui, la question, c'est la faute à qui ? La faute à qui ? Moi, si tu me poses la question, j'ai envie de te dire aujourd'hui, si on en est là dans le football en général et toutes les problématiques qu'on peut y rencontrer, j'ai envie de te dire que c'est de la faute à tout le monde. On ne peut pas incriminer un pan de la société football. C'est les éducateurs, c'est les instances, parce que je pense que les instances font peut-être pas assez leur devoir et leur travail au sein des clubs au niveau amateur. On s'intéresse souvent au haut du panier, et j'ai l'impression que la FFF, c'est plus l'équipe de France, les équipes de France qui les intéressent, et puis après derrière, il peut se passer ce qui peut se passer, c'est pas trop un problème. C'est la faute de la posture de certains parents, c'est la faute. Et aujourd'hui, voilà, on se retrouve avec un football qui a perdu les pédales par rapport à sa vocation première, et surtout, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est connus, par rapport au prisme à travers lequel on regarde le football. Aujourd'hui, c'est à travers l'infime minorité du monde professionnel qu'on aborde le football. Alors qu'en réalité, sur 2 millions de licenciés, qui est concerné par ça ? Très très peu. Et pourtant, c'est la perspective sur laquelle les éducateurs se projettent, les parents se projettent, les joueurs se projettent, les clubs se projettent. Et au final, on a un football qui n'a plus vraiment de sens. Et voilà, on en arrive à des pratiques où un gamin, il a fait 15 écoles de foot en 3 ans. Ouais, juste pour rebondir sur ce que dit Toto, c'est vrai que concernant les instances, c'est vrai que tout ce qui est fédération et tout, on va dire qu'ils entendent peut-être un problème, mais ce qu'ils font pour le régler ou tenter de le régler, c'est minime. Aujourd'hui, on te dit que tu peux pas emmener, je sais plus, c'est 4 ou 5 joueurs de la même catégorie dans un autre club ou autre, mais... Ils ont aussi baissé le nombre de mutations. Ouais, exactement. Ouais. Mais t'essayes, voilà, mais il y a toujours des gens qui vont réussir à détourner. Moi, je te dis la vérité, j'ai déjà entendu des clubs prendre des joueurs, les mecs qui disent bon, tranquille, on ne te fait pas de licence, l'année prochaine t'arrives en gros comme si t'es licencié dans notre club. Donc, mais pour l'instant il fait quoi, il joue ou il joue pas en fait? Tu joues sans licence. Donc il joue sans licence. Ouais. Donc pour te dire des fois à quel point on arrive à un point qui est central et qui est compliqué. Et
il y a deux autres choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, le rôle d'éducateur, on oublie ce que c'est. Parce que bon, c'est peut-être bête de décomposer le mot, mais éducateur, c'est éduquer, c'est éducation, et ça te permet aussi, à travers le sport, de te construire. Mais finalement, on ne demande que peut-être d'être performant, on te demande peut-être que d'être au top, comme si tu n'avais pas le droit à l'erreur. Et au final, c'est ça aussi qui fait que potentiellement, il y a des éducateurs, des clubs qui te veulent peut-être à 10, 11 ans, mais en fait, t'es pas bon. Mais en fait, ouais, au bout de 2-3 mois, je te mets sur le côté, mais toi, t'as fait 40 km pour venir, c'est un peu relou. Ouais. Et une autre chose, c'est vrai que, par rapport à ce que dit Toto aussi, c'est vrai que pour la projection, moi, c'est plutôt par rapport à la projection, parce que aujourd'hui, tout le monde connaît des recruteurs, tout le monde est le pote d'eux et tout. T'as toujours moyen de faire croquer un essai, de peut-être, si t'arrives avec le directeur du centre et tout, en gros, à te dire, bon, vas-y, je le fais signer. Mais après, en fait, quand tu t'es jamais remis en question, quand tu arrives en U17, U19 et qu'au final, on te dit, mais là, c'est moyen ce que tu fais comme performance, ça va pas pouvoir le faire pour continuer avec nous. Le petit se retrouve avec une éducation qui fait que, mais moi, mes parents ou mes agents, ils m'ont toujours dit que j'étais très bon, c'est la faute des autres, etc. Quand j'étais petit, j'étais très fort, mais mon équipe a été pas bonne, donc je changeais. Mais à un moment, quand c'est plus tes parents ou plus le pote de tes parents qui décide, à un moment, tu te prends une bonne gifle quand le retour de bâton il vient. Et après, tu viens quoi ? Tu viens rejouer, par exemple, en 19 NAS, à Montfermeil, à Bobigny, ou même t'arrêtes le foot parce que t'es dégoûté. Mais c'est bien, 19 NAS à Bobigny. Non, en fait, c'est pas. En fait, c'est pas le. Non, mais j'ai compris. C'est pas le club en lui-même. En fait, c'est que t'étais dans une structure pro, tu reviens jouer dans un club amateur, des fois tu rejoues contre ton ancien club et tu te dis que des mecs qui sont avec toi peut-être dans ces 19 nationales là en amateur, et eux peut-être ils vont partir plus tard, mais ils ont un cadre différent, mais c'est eux qui vont rester le plus longtemps en structure pro. Donc c'est comment on t'entoure, comment on revient aussi à une méthode de consommation un peu différente des 2-3 côtés, tu vois. Ok. Sadio, c'est super intéressant ce que vous dites. Quel est l'impact justement sur les joueurs, cet écosystème un petit peu, je ne vais pas dire malsain, mais un petit peu quand même. Quand même. Allez, malsain. Je le dis. C'est vraiment le sujet, c'est finalement le joueur. Là, parce qu'en fait, on parle de tout l'écosystème qui est autour du joueur et tous ces influences qu'ils peuvent avoir autour de lui. Mais quand on va rester sur le joueur, là, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que justement les adultes qui entourent ces joueurs et les parents, est-ce qu'ils aiment vraiment ces enfants ? Parce que la vraie question, c'est si aujourd'hui un enfant, il va cristalliser ses espoirs sur ce qu'il voit, comme on a dit, par rapport à l'élite, c'est qu'à un moment donné, qui va l'aider à son âge, alors que son cerveau, il n'est pas forcément développé, il ne peut pas se projeter, qui va l'aider à planifier ? Qui va l'aider à mettre en place son plan d'action ? Et c'est là on revient finalement à l'objectif d'un club. C'est quoi en fait ? Il faudrait revenir sur c'est quoi un club de foot en réalité. Est-ce qu'un club de foot c'est fait pour avoir justement mettre en pratique le culte de la performance ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde doit être super bon. Quand quelqu'un n'est pas bon, on le met de côté. Et quand quelqu'un n'est pas bon, parfois, on l'exclut même du club. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui apprendre à faire une passe parce qu'il ne sait pas faire de passe. Donc on lui dit tu reviendras quand tu seras un peu meilleur. Donc c'est qu'aujourd'hui, moi ce que je vois, c'est que c'est des enfants hyper sous pression. Oui. Donc avec un taux de cortisol hyper élevé, donc stressés, tendus. Et en fait les performances parfois dans beaucoup d'entre eux, par exemple, il y en a beaucoup qui, quand je vois 15-16 ans, est-ce que tu as déjà fait des détections ? Oui, j'ai déjà fait. Ça n'a pas fonctionné. La plupart du temps, tu sais, ouais. C'est quoi ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? J'étais stressé. Et en fait, on sait que ça diminue les performances physiques et aussi intellectuelles. Et donc moi, vraiment, là, l'importance, là, moi, je tire une sonnette d'alarme vraiment sur les jeunes, avant justement, parce qu'en fait, finalement, en cristallisant les espoirs sur des promesses qui ne seront pas tenues par les adultes, qui ne seront pas tenues par les clubs, par les éducateurs, par les parents, va mener à une désillusion. Et la désillusion, c'est quelque chose de très très grave. C'est quelqu'un qui ne veut plus du tout toucher un ballon, il va être en phobie par rapport au ballon, au foot, il va être
en sentiment de trahison par rapport à ses parents, par rapport aux éducateurs. Comme il vient de dire, vous m'avez dit que j'avais un bon niveau. Je suis parti, ils m'ont dit que je ne suis pas assez bon. Donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, finalement, qu'on va avoir sur une majorité de jeunes. Et puis, il y en a quelques-uns qui vont réussir. Et ces quelques-uns qui vont réussir, ben, finalement, on en fait des exceptions qui vont confirmer une règle générale. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Et c'est vraiment sur ça. Et la chose aussi qu'on observe chez les jeunes, c'est qu'ils n'ont plus de tolérance par rapport à la frustration. Donc il arrive dans un club. L'éducation des parents aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne te plaît pas, prends autre chose. Donc c'est un peu la culture du zapping. Et donc il y a cette culture du zapping dans beaucoup de joueurs, mais en fait les parents ils sont dans cette culture aussi. Donc tes chaussures te plaisent pas, on t'achète une autre paire. Et en fait le club c'est pareil. Donc ils utilisent le club avec le même objectif. Et en fait, le jeune qui va partir de club en club, c'est parce qu'ils sont tout simplement, ils pratiquent la culture du zapping. Et donc, de revenir vraiment à la base. Tout à l'heure, on parlait, parfois on parle avec certains éducateurs qui parlent de passion, mais la passion n'est pas une garantie de la qualité. Et ça, c'est super important. Donc, c'est vraiment de se dire comment aujourd'hui, on offre un plan précis, un parcours concret, avec des attitudes que le jeune doit acquérir en tant que discipline, en tant que... Voilà, toutes ces choses-là, pour que dans n'importe quel club où il pratique, il peut justement progresser. Pour moi, c'est vraiment... Et justement, par rapport à tout ce qui a été dit, ce qui est très intéressant, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose de justement changer de club ou pas? Parce que nous... on a peut-être un avis où on se dit qu'il ne faut pas, mais peut-être qu'il faut. Est-ce que, justement, vous êtes... demain, votre fils vous dit, voilà, j'ai envie de changer de club, je ne me plais pas ici, je ne me sens pas bien, mon effectif ne me plaît pas, etc. Parce qu'en tant que parent, ton gamin, il vient te voir, il te dit ça, tu veux le meilleur pour lui, ce qui est logique. Donc tu vas le mettre dans un environnement où il se sent bien. Maintenant, est-ce que c'est la faute du parent qui veut bien accompagner son enfant? Bon, je ne veux pas dire c'est la faute de l'enfant parce que non, lui, c'est un mal-être qu'il exprime à un moment T. Donc, est-ce que le parent doit être plus dans l'explication, c'est pas grave, continue, etc., lui donner des éléments pour qu'il s'endurcisse dans cet environnement-là, ou est-ce qu'il doit le prendre et le changer d'environnement? Moi, je vais te répondre à la question en tant que papa. Parce que j'ai un fils qui joue au foot et il a changé 2 fois de club. Je ne vais pas donner le nom des clubs. Oui, bien sûr. Il a changé une première fois en U10. Et c'est moi qui l'ai vraiment influencé à changer de club. Pourquoi? Parce que quand je suis face à un gamin qui dès U10, il a 9 ans, et qui est déjà dans une forme de stress, mais ça peut être aussi un stress positif, mais dans une forme de recherche de performance constante, parce que on est déjà à 9 ans aujourd'hui, presque dans l'obligation d'être toujours performant pour faire partie du haut du panier. Parce qu'on est face, non pas à des formateurs, souvent, on est face à des sélectionneurs. C'est-à-dire qu'ils ne font pas en fonction du potentiel du joueur, ils font en fonction du niveau du joueur. Et ça, malheureusement, faire le distinguo pour certains, c'est un peu difficile. Ouais, clairement. Aller chercher le potentiel d'un gamin, c'est de la formation. Aller chercher, prendre le niveau, c'est être sur de l'instantané et justement sur de la consommation. Ouais. Maintenant, moi, en tant que papa, quand je vois un enfant de 9 ans qui est déjà dans de la recherche de performance, qui se prend la tête, je dis non, stop. À cet âge-là, tu dois jouer justement le foot sans penser à demain, parce que justement, la grosse problématique, c'est que beaucoup ne jouent plus le foot pour aujourd'hui. Ouais. Ils jouent le foot pour demain, pour les U17 NAS, pour signer plus tard. Et aujourd'hui, et ton match de demain, et ton match de maintenant. Tu vois, et on n'est plus dans la culture de l'instant, et dans la culture de la projection, dans la culture du plan. Et donc moi, j'ai beaucoup influé, parce que c'est lui qui prend la décision à la fin, mais lui dire non, reviens dans le club de ta vie, parce qu'on était dans un club un peu plus élite, à 5 minutes de chez nous. Donc j'ai fait en sorte qu'il change de club pour être plus football terre à terre. Et la deuxième fois, c'est lui qui a pris la décision en U16, parce que il y avait une frustration tellement importante de part des comportements qui engendraient beaucoup d'injustice. Ou de sentiments d'injustice, parce que des fois, c'est pas l'injustice, ça peut être un sentiment d'injustice, qui fait que, de par la pratique de certains éducateurs, qu'on tu aborderas peut-être un jour dans d'autres numéros, mais voilà,
dès l'instant où ton bien-être est remis en cause, bah pourquoi forcer? T'es pas obligé de rester à l'endroit où tu te sens mal. Donc c'est pour ça que lui, il prend la décision de partir. C'est pour ça que je dis, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on doit partir. Et tu vois, si après, par effet ricochet, on parle de la politique de recrutement des clubs, oui, les instances ont essayé de faire des choses, de limiter le nombre de mutés pendant certains matchs, 4 mutés, dont un hors période maximum, et ainsi de suite. Sauf que ça n'a pas empêché les clubs de continuer à recruter. Ouais. Moi, je vois par exemple, cette année, là, dans certaines catégories, tu as au moins 15 joueurs qui viennent d'arriver. Ouais. Donc 15 mutés. Ouais, donc voilà, 15 mutés. 15 mutés. Et pour moi, quel plus grand aveu de faiblesse pour un club que d'être sur une politique de recrutement massif? Ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas capable de former. Si toi, tu es coach U14 et moi, je suis U15, et que l'année où tu me passes les joueurs que tu as eu, j'en recrute 20, je te renvoie quoi comme signal? Bah, t'es pas bon, t'as pas su me former, j'ai pas de milieu, le milieu est nul. Donc, et ça, c'est tous les ans, et on est sur une politique de recrutement qui fait que t'engendres forcément de la frustration chez certains joueurs qui ont un potentiel qu'on va jamais chercher parce qu'on est dans cette politique-là. Et ça engendre aussi du mouvement. Mais c'est dû à quoi, par exemple, ça, ce fléau, parce que pour moi, c'en est un, d'avoir justement on a déréglé un petit peu le football. Avant, tu venais dans le club de ton quartier, tu restais juste... Moi, la première fois, j'ai connu le fait de pouvoir changer de club, c'était en U15. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, un U6, un U7, il peut te parler de changer de club. Donc, l'exposition. Oui, l'exposition, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est comment on en est arrivé là, et surtout, pourquoi c'est devenu la norme. Parce qu'aujourd'hui, tous les clubs sont comme ça. Ouais. Mais alors on en est arrivé là aujourd'hui pour moi tout simplement parce que tu veux être entre guillemets très fort très tôt, tu vois. Pour moi déjà aller dans les clubs élites. Regarde aujourd'hui il y a des clubs qui misent tout, par exemple sur l'école de foot, alors que à partir du foot à 11 par exemple c'est compliqué. Mais je préfère des clubs qui misent tout sur leur école de foot avec des petits peut-être du coin, quitte à ce que peut-être ils vont leur offrir des opportunités en disant que le petit il a signé de son club entre guillemets formateur, plutôt que on va essayer d'aller chercher à gauche et à droite. Maintenant, moi je suis partisan, enfin pour répondre à tes différentes questions, c'est vrai que moi je suis partisan de partir d'un club quand on sent que on peut plus passer d'étape, tu vois, qu'on peut plus progresser, que les copains à côté de nous ils sont un peu en dessous, t'as vu, c'est la vérité du football. Donc en général, soit tu pars. Ouais, mais juste pour rebondir. Dis-moi. Admettons maintenant, comme tu dis, t'es arrivé, t'es trop fort, tes potes ils sont un petit peu en dessous, etc. Tu veux changer de club, c'est normal, tu prétends à jouer à un meilleur niveau. Mais tu vas dans un club là où t'as aucune affinité avec personne, et c'est un sport collectif. Okay. Et tu sais très bien que individuellement, si ton bien-être il est pas présent, ça risque d'être compliqué. Comment justement tu peux le vivre, parce que ça va impacter tout de suite sur tes performances. Je rebondis sur ce que tu dis, sur ce que tu disais aussi. C'est vrai que c'est là qu'on entre dans l'accompagnement des parents et comment tu vas passer les étapes. Moi, tu as vu, moi je parle pour mon cas. On a coaché ensemble. Il y a des joueurs qui sont venus me voir, des familles qui sont incapables de gérer tout ça. Alors on a le petit qui te dit j'aimerais bien changer. T'aimerais bien changer. Pourquoi? Tac, tac, je me sens. Au final, tu l'emmènes, tu changes de club, tu l'accompagnes. Au final, il y a des performances qui sont faites, elles sont bonnes, mais tu tombes sur une situation d'échec avec un éducateur peut-être qui est avec qui il ne s'entend pas. Moi, je suis partisan de quoi? C'est un jeune, il s'exprime, mais toi, moi, je préfère faire comprendre aussi un petit... Vraiment, là, je parle de juste une situation d'échec où on est un peu... en difficulté, hein. Je parle pas d'un truc où c'est le chaos total, mais tu t'es pas entendu avec le coach, etc. Mais tu fais comprendre que c'est aussi des expériences de vie avant le football, parce que tu vas jouer au foot, mais il faut que tu apprennes que c'est une sorte de difficulté, c'est une pente à remonter, tu vois. Et c'est aussi comme ça que ça te forge, entre guillemets, mentalement, et que tu arrives à faire grandir le jeune ou ton enfant. Et à la différence de ce qui a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, on veut de la performance rapidement et les parents vivent le rêve de leur enfant à travers leur gosse, justement. Et l'accompagnement, il ne peut pas être bien fait si tu n'as pas les codes pour moi et si tu n'as pas les bons messages. Aujourd'hui, les darons
ils ont 40 ans. Et alors Non. Faut te calmer. Ça, c'est jaune, c'est rouge direct. Hein. Là, ça, c'est jaune, là. C'est jaune, là. Ça, c'est les cool. quarantaines. Non, Ça, c'est raison. Les darons, ils ont 40 ans. J'étais et alors concentré, Léna, tacle par derrière. Non, sérieusement, non. Je te jure, tu sais quoi? Quand il a dit les darons, ils ont 40 ans, j'ai dit pourquoi il dit ça en fait? C'est un ouf, lui. Les darons, ils ont 40 ans. Bon, je fais pas partie de cette catégorie, mais bon. Non. Catégorie, carrément. T'as une espèce. T'as les quarantenaires. Ah, les gars, vous allez y arriver. Hein. On espère, mais pour conclure pour poursuivre le propos, pardon, des parents, ils ont 40 ans, ils sont jaloux d'enfants de 12 ans parce qu'ils sont en concurrence avec leur fils, alors que le fils et le joueur en question, ils sont très très potes, ils ont qu'une affinité. Là, tu peux dire, moi, en ce moment, j'ai des échos où des fois, on te dit, voilà, ton fils il vient de sortir, il y a entre guillemets son concurrent, son coéquipier qui est là dans le coin, tu vas lui dire super, t'as fait un très bon match mon petit, hein. Il tourne le dos, il est trop claqué lui. Comment il joue? Il peut pas jouer à ta place tout ça. Mais non, mais c'est pas des papas qui font ça. Ah, c'est pas des papas, c'est même des mamans, il y a tout le monde hein. Parce que maintenant les mamans aussi elles sont C'est vrai que les impliquées. après-matchs, c'est assez drôle quand même parce que Les en après-matchs, fonction de laisse tomber. la performance de l'enfant, y compris le mien, tu vois les attitudes des uns et des autres. Ouais. L'autre, il a mis un triplé, tu vois le père, il est bien, il est à l'aise, il fait des cafés. L'autre, son fils, il a joué que 5 minutes, il a pas Il été part bon. tu vois. direct, il rentre Ouais, chez non, lui. ça va. Non, ils ont été nuls aujourd'hui. Alors, tu sais, quand son fils est nul, tout le monde a été nul. Quand il est bon, tout le monde a été bon. Enfin, voilà. Et c'est ça qui c'est assez drôle. Ça peut être drôle. Tu vois, vu de ce côté-là, les débriefs d'après-match, les ambiances. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le football, c'est un générateur d'émotions. Clairement. Et quand tu as ton fils, ton enfant, alors ça peut être ton fils ou une fille parce qu'il y a du football féminin, mais quand ton enfant joue, tu peux dire ce que tu veux. C'est pour ça que moi, je pars du principe que quand tu es passionné de football et que tu as un enfant qui joue au foot, tu as forcément un problème psychologique qui s'installe. Parce que, en fait, quand il va faire quelque chose sur le terrain, il va te donner un shoot d'adrénaline positive que tu ressens peut-être quand ton équipe préférée, elle joue la finale de Ligue des Champions et il y a un but. Quand c'est ton enfant, c'est un peu ça que tu vis. Et après, il y a une forme d'exigence des parents. Donne-moi mon shoot. Pourquoi t'es pas bon? Tu vois, sans parler de perspective d'avenir. Juste à ce niveau-là, eh ben, tu ressens que il y a autant... Enfin, moi, je l'ai déjà dit, s'il y avait quelqu'un qui court tout nu sur le terrain, des fois, tu serais capable de ne pas le voir parce que tu es en focus sur l'enfant. Chacun fait des caméras isolées sur ses enfants. Et c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut essayer de démêler pour comprendre, à un moment donné, c'est le dérèglement du football, parce qu'il y a la passion, il y a les perspectives d'avenir, il y a la consommation, et tout ça, ça donne un truc très difficile à démêler au final. Mais quoi qu'il arrive, on est aujourd'hui dans un football qui, au niveau du plaisir et du bien-être, commence un petit peu à s'éloigner de ce qui devrait être. Ouais. C'est ça qui est triste. Ouais, triste, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Exactement. Parce que aujourd'hui, on parle de mercato et on remarque tout de suite qu'on bifurque sur les parents. Ouais. Tout de suite. Mais, je suis d'accord avec moi. Bon, après, c'est peut-être parce qu'on a pris... on a pris un angle. On a pris un angle Ouais. école de foot. Mais j'ai envie de dire que si Oui. on parle aussi de préfaux, Tranquille. on va parler aussi des parents. On va y bien arriver. sûr. Hein. On va parler aussi des parents à chaque fois. Non, moi, la question aussi principale, c'était si l'enfant vient te voir, est-ce que tu écoutes? Moi, je pense que ça, c'est quand un enfant il ressent quelque chose au fond de lui et qu'il est courageux pour t'en parler, il faut aussi te dire bon, je vais être à l'écoute. Peut-être pas à l'instant T, être dans l'excitation, dans la panique. On change. J'ai entendu ce que tu m'as dit. On essaye de revoir peut-être sur une courte période. Et si jamais on peut peut-être changer et voir une autre solution. Moi, ce qui est dérangeant, c'est de quitter déjà un club en plein milieu de l'année. T'as vu, moi, je suis partisan de au moins faire une année complète, tu vois. Alors, je te dis pas faire une année complète et tu changes, une année complète et tu changes, mais tu vois, au moins essayer de finir son année vraiment à part en cas de force majeure, quoi. gros mal-être, tu vois. Mais on a beaucoup parlé des parents, mais tu sais, aujourd'hui, les éducateurs, t'as vu le foot là, Mbappé, il fait pas que tourner la tête aux parents avec ses sous. Hein. Il fait tourner la tête à tous ceux qui pensent et qui veulent avoir un revenu grâce au football, peu importe ce qu'ils ont, peu importe les compétences que tu as. À un moment où tu poses ton pied dans un stade, il y en a, ils se disent je peux faire de l'oseille. Mais peu importe. Hein. Et le problème aujourd'hui, c'est quoi? Tu vas à des tournois.
Je te dis, je sais pas, t'as le Paris FC qui joue, mais à côté de Paris FC, c'est Couronne, par exemple, tu vois. Il y a une petite Couronne qui est là. Vas-y, il se démène bien, il joue bien face au PFC. Le PFC direct, hop, t'es intéressant, toi. Tu vas avoir les parents un peu affolés parce que aussi, hop, allez, viens dans mon club. Ouais, mais t'as vu, tous les clubs, pour moi, hein, tous les clubs n'ont pas le même rôle. Ah oui, non, il y en a qui... Pour moi, il y a des clubs qui sont Formateurs, formateurs très bien. et des clubs qui vont te servir justement de tremplin En plein, ouais, c'est ça. C'est clair. pour pouvoir justement passer l'étape supérieure. Pour moi. Ça se fait comme tu dis, ça se découpe. Ça se découpe. C'est pas n'importe Mais quoi. aujourd'hui, tout le monde fait un petit peu tout. On est formateur, on a des équipes élites, on veut devenir centre de formation, on veut faire signer des joueurs dans n'importe quelle équipe, on veut avoir une senior qui excelle. C'est pas possible. Non, mais encore une fois, si tu rattrapes ce qu'on a dit au début, eh ben, tu te poses forcément la question de pourquoi on joue au foot. Ouais, c'est ça. Si on regarde à chaque fois, et aujourd'hui, chose qui était possible. Moi, j'habite dans la région de Torcy. À l'époque, Torcy a toujours été, et encore maintenant, un club phare en termes de préformation, qui fait beaucoup signer de joueurs, et ainsi de suite. Ça a toujours été le cas. Donc ce club-là, même si bon voilà, j'ai une discussion avec le président par rapport au volet humain que j'estime, pas être à la hauteur du volet sportif, mais je pense que le problème c'est que tout le monde autour, les clubs autour, se sont mis aussi à rêver de se dire bah nous aussi on peut. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que je suis content que tu poses cette question-là, parce que aujourd'hui, est-ce que tous les clubs ont vocation à vouloir faire signer des joueurs ? J'en suis pas certain, et je suis même persuadé du contraire. Après, ce qui peut être contradictoire, c'est de dire bah pourquoi est-ce qu'on bouge de club ? Parce qu'on peut aussi signer dans son club, mais ça ne doit pas être le leitmotiv du club, Exactement. le leitmotiv de l'éducateur, ça ne doit pas être le leitmotiv des parents. Parce que finalement, ce rêve de l'éventualité du professionnalisme, que le gamin il y soit, j'aurais de cesse de dire c'est normal, un gamin doit rêver. Bien sûr. Je pense même qu'un adulte et même un gars de 40 ans, il doit continuer à rêver. On doit tous avoir des rêves. Voilà, à 46 ans, j'ai encore des rêves. Mais en tout cas, voilà, et j'estime que aujourd'hui, le gamin, il est plus tout seul assis dans son rêve. C'est plus lui qui conduit son rêve. C'est même pas lui qui conduit son rêve. C'est un mec qui est venu, qui lui a dit je vais gérer ta carrière à 12 ans, qui conduit son rêve. T'as le père aussi qui conduit son rêve. T'as l'éducateur qui est là. T'as le club. Et au final, tout le monde est dans son rêve. Tout le monde rêve que ça devienne, qu'il fasse partie du rêve du gamin parce que c'est lui en fait l'acteur. Si lui ne devient pas pro, il n'y a personne. Parce que comment le parent, tu vas se faire. Donc à un moment donné, il faut enlever le rêve de la tête des gens, être plus dans la réalité, dans la sobriété. Enfin, moi, par exemple, tu vois, en tant que père, moi, j'ai un fils qui rêve, et c'est normal. Moi, j'ai toujours été dans la lucidité. Alors, je dis sauf quand on est dans la passion du match et ainsi de suite, parce qu'on est des passionnés. Mais au-delà de ça, je suis très lucide par rapport à ses chances et par rapport aux chances de tout le monde dans le football. On connaît tous des joueurs qui ont fait équipe de France et qui font un métier de monsieur tout le monde aujourd'hui. Donc, tu vois, quand on va réussir à exorciser un petit peu le monde du football, que ce soit les parents, les éducateurs, les clubs qui n'ont pas vocation à faire ça, à se reconcentrer sur le football comme il doit être fait et pratiqué, je pense qu'on retrouvera un petit peu... même si on milite et même si on est des militants, nous, aujourd'hui, moi avec mon documentaire, toi avec tes émissions, avec tes contenus, on va tenter d'essayer de freiner ça ou Même si ça dérange, les gars, on va le dire. On va le dire, c'est important. Sadio, qu'est-ce que tu peux nous... Il a noté grave des trucs. Sadio, tu sais, il note, c'est le spécialiste. Et quand il va parler il n'y avait là... pas de place, il ouvrait des cases. il va t'envoyer. C'est une compo, là. À droite, ailier droit, ailier gauche. C'est une tactique, ouais, exactement ça. Non, ouais, en fait, moi, je voulais revenir sur le problème, le biais cognitif, en fait, des parents. Donc, on est revenu sur les parents parce qu'en fait, c'est quand même la base. C'est leurs enfants. Ils ont la responsabilité parentale par rapport à la loi. Même si aujourd'hui, on confie à un éducateur ou on le confie à quelqu'un d'autre, c'est quand même les parents qui ont la responsabilité civile sur leurs enfants. Et donc, moi, par rapport à ça, c'est que ce que j'observe beaucoup, c'est que je dirais pas qu'on va jusqu'à la traite
de l'être humain, mais j'observe qu'on exploite les enfants pour des intérêts qui sont autres que ses intérêts propres. Et en fait, les parents ne se rendent plus compte. Quand on va regarder, par exemple, les périodes un peu moyenâgeuses, les parents faisaient des enfants en considérant qu'un enfant vaut tant. Un autre enfant, il vaut tant. Donc on fait 7-8 enfants. S'il y en a un qui part, c'est pas grave. En tout cas, on va assurer la pérennité économique de la famille. Et c'était vraiment l'objectif de faire beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, on fait un enfant, mais on a la même démarche en disant mon enfant vaut tant. S'il est professionnel, voilà, qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter? Et en fait, moi, ce que j'observe, c'est que beaucoup d'enfants il y a un transfert, en fait, des parents. Donc, c'est psychologique, ça, c'est un transfert. Donc, il y a un héritage psychique sur les enfants. Et parfois, l'enfant, il est stressé parce que juste, il porte le stress de ses parents. Parce que juste, il porte le stress de l'éducateur. Et le stress, il vient pas de lui. Lui, il a envie de jouer, c'est un enfant. Donc, par nature. Et donc, il y a des parents, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer la vie des enfants en leur transmettant leur propre stress. Et en fait, ce stress, il est souvent renvoyé. Et je dis souvent, ils ont perdu 2 enfants, en fait. Ces parents-là, ils ont perdu 2 enfants. L'enfant présent, avec son niveau actuel, et l'enfant dont ils rêvent, parce qu'il ne sera jamais l'enfant dont ils rêvent. Et en fait, ça, c'est un truc que les parents ne se rendent même plus compte, et ça ne peut pas rendre heureux. Donc les parents autour d'un stade ne peuvent pas être heureux avec cette posture, c'est pas possible. Et dans le transfert, c'est quoi? C'est réparer les maux que j'ai vécus. Donc je vais utiliser l'enfant pour ça. Et deuxième chose, c'est prolongation de mes rêves. Donc lui, il va faire ce que moi, j'ai pas pu faire. Et ça, en fait, aujourd'hui, je l'observe. Et moi, le terme que j'utiliserais, c'est vraiment l'exploitation des enfants dans le monde du football. Parce qu'en réalité, quand moi, je mets mon enfant dans le foot, c'est pour qu'il explore. Il explore les potentialités, ses potentialités. Il va explorer les compétences peut-être donc il va être dans l'exploration. Je vais lui dire, vas-y, va, essaye de faire ça. Ah, c'est bien, super. Mais là, aujourd'hui, c'est de l'exploitation. Ça veut dire que l'enfant, il vient, il doit faire ce que les parents ont décidé pour lui. Et ça, je pense que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Parce que, vraiment, il y a de l'exploitation infantile. Et pour juste finir sur le dernier point, c'est que les clubs, en fait, alors on disait à quoi doit servir un club? Un club, il doit servir à offrir un encadrement avec des compétences, donc avec des éducateurs, des infrastructures, avec des ballons, des stades, des équipements et ainsi de suite, et aussi offrir tout ce qui concerne le social, le savoir-vivre, savoir-être et tout ça. Donc en fait, un club, à la base, par principe, tous les clubs doivent être des clubs de progression. Et après, par exception, il y a des clubs de sélection. Mais tous les clubs, même le club de sélection, normalement, il est aussi club de progression. On ne peut pas aujourd'hui, dans le football amateur, il y a un club où on va prendre que les meilleurs. Et donc, aujourd'hui, pour mesurer une bonne organisation, on mesure sa capacité à faire progresser l'enfant. Pas sa capacité à finir en haut du tableau. Clairement. C'est clair. Clairement. Moi, j'aurais voulu avoir des popcorn parce que là, j'étais... Les gars, je vous explique, c'est pour ça qu'il est temps d'écrire sa poésie. C'est de la poésie. C'est ça qu'on a besoin, c'est ça. Merci beaucoup, Sadio. Maintenant, j'ai une dernière question pour vous, d'ailleurs pour toi aussi. Si vous avez les clés du football, les clés, vous faites ce que vous voulez, vous dites et ça se réalise. Qu'est-ce que vous mettez en place en premier? Moi, je vais être honnête, il y a quelque chose qui me passionne depuis des années, c'est de développer, enfin j'aimerais que les clubs, tous les clubs, développent au mieux leur clubhouse. Parce que c'est de là que tout part. Un club, quand on parle de club, justement, je pense que le lieu de vie, et c'est ce qui manque le plus en France. Quand tu vas dans la plupart des clubs, enfin limite, ça ressemble, des fois, tu as des clubhouses qui ressemblent à des débarras. Tu n'as pas envie d'y rester. Et quand tu as des clubs, tu vois, moi j'ai beaucoup voyagé, et j'ai souvent été dans les clubs, même des petits clubs amateurs. Et par exemple, en Belgique,
j'adore ce pays, ne serait-ce que pour les clubhouse. Même dans les petits clubs, tous les clubhouse sont pensés et réfléchis pour accueillir du monde, pour accueillir des gens, même qui ne regardent pas les matchs. Et tu as des grandes baies vitrées qui donnent sur le terrain, et même s'il pleut, tu peux regarder ton match en mangeant un sandwich. Alors bon, les Belges boivent beaucoup de bière, ils boivent une bière. Pensez le développement, parce que les synthés, c'est bon, on a fait. Il y a des synthés partout, il y a de la moquette partout. Maintenant, il faut penser au clubhouse, et je mettrai des gros moyens au niveau des clubs pour que tous les clubs ont un clubhouse qui puisse permettre de mettre en place une vraie vie de club. C'est bien, c'est un bon programme. Je vote pour vous, monsieur. Merci, cher Français. Et toi, Abdel? Franchement, je crois que je serais pas aussi. Je vais pas vous faire autant rêver, mais je pense ce serait plus plutôt dans, tu vois, dans l'accompagnement des éducateurs et comment amener pour faire progresser les jeunes, mais de manière peut-être un peu plus ludique. Aujourd'hui, on parle beaucoup du fait qu'il faille jouer dehors et tout, etc. Mais on a aussi ce truc dans les clubs où tout est normé, formaté, tu vois. On laisse pas peut-être la liberté, on dit qu'il faut faire jeu, exercice, situation. Mais voilà, le petit, il manque un peu aussi de liberté. Donc ça, c'est des programmes qui sont faits par la fédération. Donc on te dit que pour avoir tes CFF, ton BEF, ton BMF, etc., c'est des cadres à respecter. Je pense un accompagnement un peu plus flexible, tu vois, pour que les petits ils puissent progresser, et surtout aussi montrer que jusqu'à une certaine période, c'est vrai que il faut arriver à développer le jeune, que ce soit footballistiquement parce qu'il sait ce qu'il fait, mais aussi psychologique et de manière humaine, avant bien sûr d'arriver aussi à de la performance. On n'est pas fou, on sait que 14 R1 ça demande quelque chose, 16 R1, 14 R2, tout ce que... mais que les temps de passage entre guillemets soient assez respectés, parce qu'aujourd'hui on peut très bien te dire t'as pas de diplôme ou t'as un CFF1, t'es pas fait pour cette équipe, mais bon, moi je gère tout dans l'équipe, t'es mon petit, tiens, je te mets cette équipe, je vais la gérer un peu à ma manière, comme ça l'année prochaine, bon, ils auront travaillé comme je veux, c'est moi qui les récupère, etc. Donner aussi de la liberté, de la compétence à tout le monde, peu importe entre guillemets, pas les âges, mais surtout le fait que, ouais, pour moi, il doit y avoir un accompagnement sur les éducateurs, parce que on le fait encore une fois, des fois pour se dire quoi, je passe mes certifications, parce que je peux demander plus d'oseille à mon club, parce que je suis diplômé. Mais il faut aller avec plus de passion. Pour moi, il faut qu'aussi la fédération elle puisse apporter un peu, pas de rêve, mais aussi du plaisir de prendre 2 jours de sa journée en pleine semaine pour aller au district, etc. Tu vois. Ok, merci. T'as pas rêvé là? J'ai compris. J'ai pas rêvé, j'ai compris. C'est important. Et toi, Sadio? Moi, ça serait vraiment pour aiguiller les acteurs. La santé, en fait, c'est pas soigner les gens uniquement. Souvent, nous, on dit la définition de la santé, c'est quand tu es malade, on te soigne. Mais avant d'être malade, on est bien. Et donc, finalement, la santé, c'est aussi le bien-être. Donc, c'est le bien-être mental, social et physique. Donc, ça fait partie de la définition de la santé selon l'OMS. Et pour moi, aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un label bien-être dans les clubs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on puisse se dire, dans ce club-là, on fait attention à la sécurité physique, affective et mentale de mon fils. Et en fait... Ou de ma fille. Ou de mon fils ou de ma fille, bien sûr. Je te taquine. Et donc, vraiment, c'est d'avoir un label bien-être dans les clubs où le bien-être est au centre quand même de la pratique du football. Pour moi, ça serait quelque chose d'intéressant. Bon, mes chers amis, je sais qu'il y a beaucoup de gens de la fédération, des différentes ligues, des districts qui nous suivent. Vous avez pas mal de contenu, vous avez pas mal d'idées qu'on a pu partager avec ces invités. Comme je vous ai dit dès le départ, je vous ai pas menti, c'est du high level. Je suis très content de vous avoir accueillis. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous ici. Plaisir. Ok. Ça marche. Et c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci encore à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à débattre. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que vous pouvez apporter, améliorer. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup et on se dit à bientôt. Ciao.